Prêt pour l'impact? C'est la question que je pose chaque jour à une personnalité qui compte dans notre économie. Je reçois aujourd'hui Valérie Brisac, bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes la directrice générale de la communauté des entreprises à mission. Question qu'on doit vous poser très régulièrement, c'est combien d'entreprises aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on est presque à 2400 entreprises à mission Ouais. en France. C'est près de, même un peu plus de 1 million de salariés. Et dans tous les secteurs d'activité, dans toutes les régions. Les régions sont même plus importantes. Il y a plus que de 52% des entreprises à mission qui sont en région. D'accord. Et toute taille d'entreprise aussi, ou alors c'est plutôt des grands groupes, des ETI qui font ce choix? Alors, il y a 80% d'entreprises à mission qui sont des PME de moins de 250 salariés. Donc, on voit bien que c'est vraiment ancré dans l'économie française. Mais on a aussi, par rapport à l'économie française, une surreprésentation des ETI et des grandes entreprises, donc parce qu'elles font 20% du nombre. La loi Pacte, qui est à l'origine de ce statut d'entreprise à mission, elle date de 2019. Alors, on peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. 2400 entreprises, c'est peu. Alors oui, effectivement, par rapport au plus de 4 millions d'entreprises, en revanche, ce qu'il faut voir, c'est la dynamique. C'est un chiffre qui a quadruplé en 4 ans. Et tous les ans, donc là, le prochain, c'est le 24 mars, on publie un baromètre qui montre la dynamique qui continue à se poursuivre malgré le contexte que l'on connaît qui est compliqué. Cette dynamique, elle est régulière, année après année, ou alors, là, on est dans un coup de mou, par exemple? Non, elle est tout à fait régulière. Alors effectivement, 2025 sera un peu moindre que les autres années, mais c'est vraiment quelque chose d'assez ténu. On voit bien finalement que c'est un courant de fond. Les entreprises qui deviennent entreprises à mission y ont réfléchi depuis plusieurs années. C'est pas un coup, ça se fait pas sur un coup de tête parce qu'il faut avoir l'accord de la gouvernance de tous les actionnaires. Donc c'est le fruit d'une réflexion de long terme. En fait, ce qu'il faut voir au-delà du nombre des 2400 entreprises à mission, c'est qu'effectivement déjà c'est plus d'1 million de salariés. Donc voilà, on a des entreprises qui pèsent, mais qui marquent leur secteur d'activité. Disons que quand on est entreprise à mission, on rayonne auprès de ses fournisseurs, de ses parties prenantes, de ses clients, voire de son territoire. Et donc en fait, c'est un impact qualitatif qui est beaucoup plus puissant que le simple chiffre. Alors je vais vous citer, notre ambition, c'est que l'entreprise à mission devienne la norme. Faire du business en alliant responsabilité et liberté. Pourquoi est-ce difficile d'en faire la norme? Parce qu'on n'y est pas. Même si la tendance est bonne, même si il y a une accélération, j'entends évidemment tous vos arguments, mais on est loin d'avoir 80% d'entreprises françaises qui se sont déclarées entreprises à mission. C'est pas la norme. Non, c'est pas la norme. Et évidemment, après, la loi date de 2019. Donc, à l'échelle de l'histoire de l'économie, bien ça sûr, reste bien quelque sûr. chose Mais de récent. c'est quoi quels sont les freins, en fait? Pourquoi c'est difficile d'en faire la norme? Alors déjà, sur le associé responsabilité et économie, je pense qu'il y a aussi d'autres mouvements qui existent. Les entreprises s'engagent sur ce chemin, déjà parce qu'elles voient qu'elles n'ont pas le choix. Le coût de l'inaction est beaucoup plus fort que celui de juste rester, de s'engager. Donc en fait, il y a beaucoup d'entreprises qui ne sont pas forcément entreprises de mission, mais qui sont aussi sur ce chemin-là. On a beaucoup reçu d'entreprises qui participaient à la Convention des entreprises pour le climat, par exemple. Elles ne sont pas toutes entreprises à mission. Exactement. Et pourtant, elles font évoluer leur modèle économique. Exactement, les entreprises à impact. Donc en fait, ce mouvement, il dépasse le simple modèle. Ce qu'apporte le modèle entreprise à mission, et c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est vraiment cet alignement de la gouvernance, le fait de mettre dans les statuts, et qui crée une dynamique un peu obligatoire, entre guillemets. C'est-à-dire que les instances sont obligées de se poser la question de leur engagement, de la progression sur leur transformation. Et donc, en fait, elles se mettent volontairement dans cette dynamique positive. Et c'est ça, en fait, qu'il faut que les entreprises acceptent. C'est une forme de dynamique qu'elles s'impliquent, qu'elles s'imposent à elles-mêmes pour assurer d'être sur cette trajectoire. Question plus personnelle, qu'est-ce qui vous a motivé à vous investir, à devenir directrice générale de cette communauté? Moi, je suis absolument persuadée que les entreprises sont une des clés de la solution. On voit bien que les efforts qu'on peut faire à titre personnel, c'est bien, mais c'est limité. Il y a des études qui montrent que 75% des efforts, en fait, doivent porter sur les entreprises. Donc, c'est pour moi vraiment la clé. On voit bien que les États sont exsangues d'un point de vue financier. On voit bien qu'on a des marges de manœuvre limitées en termes de capacité de décision. L'entreprise, c'est un lieu où on a une liberté de pouvoir choisir ses produits. Qu'est-ce qu'on fait, cette trajectoire? Et donc, en fait, c'est le lieu, selon moi, où on a une capacité d'impact, une capacité d'agir, et en plus,
en créant quelque chose de positif, en innovant. Et ça, c'est hyper exaltant. Est-ce que c'est aussi une façon de lutter contre l'éco-anxiété, le fait d'être dans l'action? Vous voyez ce que je veux dire? Ah ben c'est tout à fait ça. Ouais. Non, mais surtout que, en fait, moi, au quotidien, je passe ma vie à rencontrer des gens très engagés et qui sont extrêmement différents, de la toute petite entreprise de transport dans la Drôme à la grande multinationale. Ce sont des gens très différents, qui n'ont pas du tout le même ADN, la même histoire, ils ne parlent pas du tout de la même chose. C'est pas du tout les mêmes entreprises, mais elles ont cette volonté de mettre leur outil industriel, économique, au service d'une vision de la société, tout en restant un business. Ça ne devient pas des ONG. Effectivement, et avec peut-être un discours nécessairement plus positif, parce qu'il y a vraiment un enjeu sur la façon dont on parle de la transformation environnementale, passer de l'anxiogène au positif, à l'envie tout simplement, au désir collectif. Est-ce qu'une entreprise n'est pas un peu obligée de faire ça? Vous voyez ce que je veux dire? D'éditer, le mot n'est pas génial, mais de parler de sa transformation en termes positifs, et pas simplement en disant on est obligé. On est obligé, la transformation climatique, l'humanité va disparaître, donc je fais ça. Non, mais évidemment. Et en fait, devenir entreprise à mission, c'est un acte de leadership. C'est en fait transformer la contrainte qui est réelle, les enjeux climatiques, sociaux sont là, en opportunités et en projets effectivement positifs qui embarquent les collaborateurs. Et vous connaissez forcément ce chiffre de l'étude Gallup qui dit que 8% seulement des salariés s'estiment engagés. Bon, ça c'est quand même un problème pour les dirigeants. Donc embarquer son écosystème autour d'un projet positif, motivant, c'est vraiment quelque chose qui permet de passer ce cap. Je vous cite juste un exemple. Allez-y. L'entreprise Pando qui fabrique des fenêtres, soit en bois, en alu ou en PVC. Vous connaissez les enjeux sur ces matières-là. Ils ont décidé de créer ex nihilo une filière industrielle de recyclage de fenêtres en PVC. C'est-à-dire qu'ils ont créé donc un nouveau business. Ils créent une filière. Ils créent une filière avec un partenaire qui, du coup, est en forte croissance. Et ils proposent sur le marché des fenêtres donc innovantes et moins chères et avec un bilan carbone imbattable. Voilà. Et ça, c'est parce qu'ils se sont mis dans cette dynamique de repenser complètement leurs offres de services et tout ça avec le collectif, parce qu'ils ont développé aussi de l'actionnariat salarié. Donc en fait, on voit bien que quand on tire un peu toutes les ficelles, ça crée une dynamique très positive et qui permet évidemment de lutter contre l'éco-anxiété tout en faisant du business et en croissant. Vous avez parlé des régions tout à l'heure. En septembre dernier, vous avez signé un protocole avec la métropole de Rouen. En quoi ça consiste ? Bien, c'est simple, ce sont les services économiques de la métropole de Rouen qui créent une forme de promotion en fait, d'une cinquantaine d'entreprises pour les aider à se transformer en entreprises à mission. Et en fait, ce qu'il faut voir derrière, c'est que dans les entreprises à mission, il y a des objectifs statutaires. Et aujourd'hui, la plupart des objectifs des entreprises intègrent un objectif territorial. C'est-à-dire que ces entreprises ont compris que pour gagner, s'ancrer, se faire vraiment du business local, mais qui correspond aussi aux ambitions du territoire, il y avait cette dimension territoriale qui était très importante. Et ça, le maire, donc le président de la métropole, Nicolas Mayer-Rossignol, a bien compris son intérêt aussi d'avoir des entreprises qui s'intègrent, qui s'associent et qui font du bien au territoire. Et ça veut dire qu'une métropole, une région, elle va aider une entreprise à... Je veux juste comprendre concrètement ce qui se passe, en fait. Parce que quand on s'engage dans un processus pour devenir une entreprise à mission, effectivement, c'est un processus qui est assez long. Et on a besoin de quoi quand on est chef d'entreprise dans ce cas-là ? D'une aide, je ne sais pas, juridique, d'une aide scientifique Alors, c'est une aide au niveau de la sensibilisation, donc vraiment comprendre ce que ça veut dire une entreprise à mission, les mettre en relation avec des consultants, des organisations qui sont spécialisées dans comment on définit sa raison d'être, par exemple, comment on structure sa gouvernance, son comité de mission, et aussi il y a des aides financières. C'est-à-dire que donc, ces formations sont offertes par la communauté locale et aussi la BPI, et il y a aussi une prise en compte d'une partie du coût de l'accompagnement par un consultant. Et évidemment, nos ambassadeurs locaux, donc en Normandie, sont là pour construire ce programme pour accompagner les entreprises vers le chemin de l'entreprise à mission. Alors, juste avant le break des vacances de Noël, à votre place, il y avait Sophie Vanier, la présidente de la Ruche. Elle a une question pour vous.
Bonjour Valérie. Déjà, bravo pour toute la communauté des entreprises à mission. Et donc moi, je voudrais avoir 3 arguments concrets pour les personnes qui se questionnent encore entreprise à mission, qu'est-ce que c'est et pourquoi. Et leur expliquer que dans l'écosystème, dans la conjoncture actuelle, ça peut être un vrai plus, un vrai avantage. Et donc je veux bien avoir 3 arguments à leur partager. Merci. Alors là, on imagine qu'on a face à nous là, un téléspectateur, une téléspectatrice qui est chef d'entreprise et qui se dit j'hésite encore. Alors les 3 arguments, c'est quoi? Alors le premier, je dirais, c'est la clarté, avoir un projet extrêmement clair sur lequel on s'engage et qui permet de montrer l'embarquement vraiment de toute la gouvernance. Il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de loup, c'est clair, voilà où on va, notre direction, ce pourquoi on est fait, quelle est notre utilité et quelle est notre stratégie. Le deuxième, je dirais, c'est vraiment pour la mobilisation des collaborateurs. C'est quand même extrêmement motivant d'être dans une entreprise qui a une ambition qui va au-delà purement de la vente de produits et de services, mais qui a une ambition un peu sociétale, et donc ça donne vraiment du sens. Et le troisième argument, c'est que ça marche. C'est un très bon argument. Voilà. Ça, oui. Et qu'il y a des entreprises qui ont fait ce pari, ce chemin, et qui ont des très très bons résultats. Je donne un exemple, l'entreprise Christelle, par exemple, qui fabrique des ustensiles de cuisine. Ouais. Des casseroles, notamment. Des casseroles, exactement, et qui a vu son chiffre d'affaires fortement augmenter ces dernières années, notamment à cause du scandale des PFAS, les polluants éternels, parce qu'eux n'en ont pas dans leurs produits. Et donc les consommateurs ont bien compris c'est pas forcément lié à sa mission, au fait qu'elle soit devenue une entreprise à mission. Si, parce que dans leur principe, dans leur ADN, dans leurs valeurs, il y a vraiment de faire des produits qui sont bons pour les consommateurs. Et donc ce sont des produits de qualité qui sont peut-être un peu plus chers qu'une casserole classique, mais qui répondent à leur propre ambition d'être de bons produits. Oui, alors ça ne va pas être dans leur raison d'être, mais ça veut dire que dans les engagements qui sont liés à la raison d'être, quand on dit entreprise à mission, une entreprise comme Christelle, elle s'engage à jamais utiliser de PFAS, par exemple. Ça va à ce point de détail. Ça peut aller à ce point de détail. Alors, je n'ai pas la mission... d'une manière générale, pour bien comprendre, quand on inscrit dans les statuts, qu'est-ce qu'on a inscrit dans ces statuts? Alors, on inscrit la raison d'être, qui est vraiment le rôle, ce que l'entreprise se donne comme rôle, mission dans la société. Et après, c'est les 3, 4, 5 objectifs statutaires, donc qui sont effectivement dans les statuts, qui décrivent cette raison d'être. Donc c'est souvent des objectifs qui peuvent être destinés plutôt à la société, à l'environnement et aussi au territoire, comme je disais tout à l'heure. Et donc ça vient expliciter très concrètement ce que l'entreprise s'engage à faire sur un certain nombre de dimensions. Et c'est ça qui permet... Lorsqu'il y a des décisions à prendre, on voit bien qu'il y a des coûts de matière parfois qui explosent, donc il faut faire des arbitrages. On va peut-être choisir une solution qui reste saine quand je pense à l'alimentaire par exemple, mais qui n'est pas forcément la même que la première, mais qui ne va pas être au détriment de la santé, de la qualité. Et ça, c'est une espèce de verrou finalement d'engagement qui permet aux équipes, aux collaborateurs de savoir jusqu'où quelle est la route à suivre. Est-ce qu'il y a des secteurs d'activité que vous jugez impossibles à transformer en entreprise à mission? Pour moi, il n'y a absolument aucun secteur. En revanche... Même la pire industrie polluante, si sa mission c'est de faire mieux dans 10 ans, c'est une mission. Oui, bien sûr. En fait, ce qui compte, c'est le chemin, c'est la vision. C'est comme vous héritez d'une maison qui est pleine, qui a plein de vices ou qui est mal. Vous vous dites je vais la transformer, ça va me prendre X années. Mais ce qui est important, c'est l'engagement. C'est la vision. Alors évidemment, si vous donnez des objectifs à 50 ans, c'est pas crédible, ça va pas. Mais l'important, c'est la transformation, l'intention et la sincérité dans cette transformation. Oui, alors justement, qui dit sincérité dit insincérité. Il y a des exemples de greenwashing où la raison d'être, elle est un peu vaporeuse et puis derrière, il n'y a pas grand-chose qui se passe. C'est encore vrai, ça ? Alors déjà, les entreprises qui n'ont qu'une raison d'être ne sont pas entreprises à mission. Il y a la raison d'être et les engagements. Je le sais. Et en fait, dans le modèle, il y a 2
organismes de 2 éléments de contrôle. Le premier, il est interne, c'est le comité de mission, donc qui est structuré par l'entreprise, mais qui fait appel à des personnalités extérieures et qui vient regarder si l'entreprise, elle respecte sa mission. Donc déjà, il y a ce garde-fou, entre guillemets, qui permet de rappeler à l'entreprise ses engagements et le rythme auquel elle y répond. Et ensuite, il y a le deuxième élément de contrôle. Donc c'est quand même, en France, on a quand même un dispositif qui est extrêmement, qui peut lutter contre le greenwashing, c'est un audit par un organisme tiers indépendant, un peu comme si c'était le CAC de la mission, donc qui est complètement indépendant et qui va venir regarder si les objectifs, donc qui sont chiffrés, parce que en fait il y a la raison d'être, les objectifs statutaires, et après il y a des indicateurs très précis. On s'engage à avoir tel niveau sur tel indicateur à telle date, et donc cet organisme-là donne un avis qui est public. Donc c'est une lutte contre le greenwashing. Mais est-ce qu'il existe encore... Parce que c'est tellement risqué, vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'une entreprise qui d'abord définit sa raison d'être, puis devient entreprise à mission, qui donc prend ses engagements statutaires dont vous parlez, il y a des consommateurs, des associations de défense, etc., qui vont regarder ça de près. Est-ce que ça existe encore, l'entreprise qui prend le risque du greenwashing ? En tout cas, sur les entreprises à mission, elles s'engagent à honorer leurs engagements. Donc là-dessus, le mécanisme fait qu'il n'y a pas de greenwashing. Voilà. Mais il y a quand même des entreprises qui prennent le risque ou pas ? Des entreprises qui ne sont pas entreprises à mission ? Oui. Alors ça, ou qui démarrent une démarche et puis vous dites, mais attendez, cette entreprise, elle n'a pas sa place dans la communauté. Et dans ce cas-là, elle ne va pas forcément jusqu'au bout. Justement, c'est le rôle que l'on a, nous, à la communauté. Ça vous arrive, ça ? De dissuader les entreprises ? Ah non, jamais, pas du tout. Nous, notre rôle, c'est de développer le modèle, mais avec un souci d'exigence. De conformité à la loi, évidemment, mais aussi d'exigence. Évidemment, une entreprise à mission qui a une raison d'être pas très ambitieuse, on va lui dire. On fait d'ailleurs des challenges de la mission en toute confidentialité, où des dirigeants nous confient leur mission, et il y a un jury composé de pairs qui vont lui dire, votre mission, peut-être que vous pourriez lui donner plus d'ambition, il y a toute une partie de votre activité qui n'est pas assez couverte. Donc nous, on sert aussi de garde-fou de pairs. Est-ce que ça essaime à l'étranger ? Oui, tout à fait. Est-ce que le modèle de l'entreprise à mission, né de la loi Pacte, est en train de faire des pieds à l'étranger ? Oui, alors il y a le modèle en Italie qui a existé avant la loi Pacte. Aujourd'hui, il y a plus de 5000 Società Benefit en Italie. On est très proche d'eux et ils ont une vision très proche de la nôtre. Il y a également la Belgique qui vient de déposer un projet de loi pour créer la société à mission en Belgique, l'Espagne. Et en fait, on travaille avec tous ces réseaux pour voir l'émergence de la Purpose Driven Company en Europe qui viendrait consolider finalement tous ces modèles qui ont des petites différences pour faire en sorte que les entreprises, parce que certaines sont à mission et à taille européenne, comme Doctolib, Groupe Rocher, Invivo, etc., avoir cette conformité, en fait, cette homogénéité au niveau européen. Et qu'elles puissent faire valoir cette mission dans tous les pays et surtout leur marché. Vous avez évoqué le label B Corp. Il est quoi, complémentaire des entreprises à mission ? Il y a beaucoup d'entreprises à mission qui cherchent aussi à être labellisées B Corp. Oui, tout à fait, c'est complémentaire. En fait, B Corp vient, c'est un label RSE qui vient regarder sur un certain nombre de verticales où l'entreprise se situe. Et ça ne dit rien de la singularité et de l'utilité, le projet sociétal finalement de l'entreprise. Et en fait, une entreprise à mission qui est B Corp va pouvoir vérifier sur certaines dimensions qu'elle est à un certain nombre un niveau suffisant, et c'est pas forcément le cœur de sa mission. L'égalité des salaires hommes-femmes, par exemple, c'est pas forcément le cœur de la mission. En revanche, c'est bien de le faire et de le mesurer. Oui, effectivement. Il se renforce ce label B Corp avec peut-être un peu plus d'exigence, avec peut-être la volonté de rester un club un peu fermé. C'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, ça ? Parce que vous nous dites qu'il faut qu'il y ait de plus en plus d'entreprises à mission et il faut que ça devienne la norme.
Après, chacun a sa propre stratégie. L'entreprise à mission, c'est un cadre légal. Donc nous, c'est ce que l'on défend. On a cette conviction que parce que dans la gouvernance et dans les statuts sont inscrits ces objectifs, que ça accélère la transformation. Après, voilà, il y a d'autres labels qui transforment les entreprises sur d'autres dimensions. Et nous, on trouve que c'est très bien parce que ça crée un mouvement global vers plus de responsabilité. Les entreprises au cœur des changements de nos sociétés, est-ce qu'elles sont plus efficaces que les États ? En ce moment, on est dans une période où difficultés budgétaires, backlash, retour de bâton aux États-Unis, coup de frein européen sur les ambitions du pacte vert. Est-ce que vous dites qu'il faut que les entreprises prennent le relais ? Moi, je pense qu'on est sur des plans complètement différents. C'est-à-dire que l'entreprise, effectivement, apporte des produits et des services et a cette liberté, cette agilité que n'ont pas les États. Et donc, la responsabilité des entreprises, c'est de produire des choses qui sont propres et utiles et qui font avancer la société. En revanche, on voit bien qu'on a besoin des États pour les protéger. Ce qui s'est passé sur la fast fashion récemment, on voit bien qu'à un moment, on manque d'outils pour protéger les entreprises. Donc, c'est plus entre guillemets, un pacte à renouer, à recréer entre les États et les entreprises pour que chacun, en fait, dans sa ligne de nage, fasse ce qu'il a à faire et pour protéger finalement la société tout entière. Oui, mais effectivement, mais ces sociétés, elles sont aussi, pour certaines, tributaires de l'État. Il n'y a pas de budget, on démarre l'année sans budget, la loi de finances 2026 n'a pas été votée. Ça veut dire qu'il y a certains secteurs qui dépendent en partie de subventions qui sont freinés ou à l'arrêt. Ah mais ça c'est sûr que là, aujourd'hui, on constate que ça se grippe au niveau politique et malheureusement, les entreprises, à part prendre la parole et constater leur insatisfaction, ne peuvent pas faire grand-chose. Mais est-ce que ça incite certaines à être moins ambitieuses en matière de transformation, justement ? Moi, je ne vois pas ça du tout. Non, vous ne voyez pas ça ? Non, pas du tout. Pas du tout. Les entreprises engagées continuent à l'être et en fait, elles n'ont pas le choix. Les freins climatiques, sociaux sont toujours là. Elles ont toujours besoin de se développer. Donc non, l'engagement continue. Après, il y a peut-être de temps en temps des arbitrages qui sont faits parce que, évidemment, le contexte économique est compliqué. Mais à partir du moment où la stratégie est claire, elle continue. Mais si on prend l'exemple d'une grande entreprise qui fait du business aux États-Unis, elle doit gommer son ambition environnementale, son ambition en matière de diversité, par exemple, chez ses salariés pour répondre aux injonctions du président Trump. Ou elle en parle moins, c'est juste un axe de communication qui va être un peu différent ? Oui, je pense que les mots changent. En revanche, à partir du moment où, encore une fois, c'est sincère et c'est dans les valeurs de l'entreprise, les engagements continuent. Mais si elle perd des marchés aux États-Unis parce qu'elle continue d'afficher un engagement environnemental ? Il y a un moment, c'est comme dans toute stratégie d'entreprise, il faut se replier, aller chercher d'autres marchés. Moi, je discutais il n'y a pas longtemps avec une Canadienne qui était responsable d'un réseau d'entreprises très engagées et je lui posais la même question. Et elle me disait « Ah non, on a juste changé le vocabulaire, mais nous, on n'a pas du tout changé de stratégie. » Parce qu'ils sont convaincus que c'est ça qu'il faut faire. Et est-ce que ça coûte cher de devenir entreprise à mission ? Vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'on définit une raison d'être, on définit des engagements. Parfois, ça veut dire peut-être changer un peu le modèle économique, c'est des investissements pour tenir les engagements environnementaux, etc. etc. Est-ce que ça coûte cher ? Alors, comme tout projet d'entreprise, j'ai envie de vous dire, il y a évidemment des coûts. Après, intrinsèquement, le modèle en lui-même ne coûte pas très cher. Changer ses statuts, vous payez un peu votre avocat. Le fait de définir sa raison d'être, c'est un temps presque de réflexion interne. Ça coûte un peu d'argent d'organisation. Mais Et ça peut être fait totalement en interne. Mais effectivement, c'est un peu de conseil. Et après, c'est la vérification OTI qui a lieu tous les 2 ou 3 ans. Et puis, qui coûte, alors ça dépend de la taille de l'entreprise, entre 3 000 à 4 000 euros et 10 000 à 15 000. Encore une fois, ce n'est pas tous les ans. Donc par rapport typiquement à d'autres labels, c'est tout à fait correct. Après, évidemment, c'est un projet d'entreprise. Tout dépend de la mission qui est définie. C'est ça. Par celle-ci, si on est dans la continuité d'engagement, là, il y a une entreprise industrielle qui s'appelle IDEX qui est devenue entreprise à mission en 2025. Ils avaient déjà embarqué, entre guillemets, beaucoup de choses. Donc ça vient quelque part clarifier
leurs engagements précédents et ils vont continuer à s'engager. Mais ce n'est pas une transformation à 180 degrés. Ils ne partaient pas du tout de zéro. Pareil, Emeis, qui est devenue entreprise à mission en 2025, ils ont derrière eux tout un plan de transformation depuis 2-3 ans et l'entreprise à mission vient couronner finalement. Voilà. Donc en fait, c'est quoi le coût de passer entreprise à mission quand ça fait déjà des années que l'on se transforme? Merci beaucoup Valérie Brisac et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Startup.